Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette brève correction du concours de droit public pour les commissaires internes 2024. Alors, petite particularité, cette année, il y avait 3 questions, comme c'est souvent le cas, mais avec un crédit de points qui était très différent en fonction des questions, et notamment une première question qui était dotée de 10 points. En conséquence de quoi, et même si c'est évident, il fallait que le candidat prenne bien soin d'adapter son temps de rédaction en fonction de ces différences. 10 points pour la première, 6 points pour la seconde et 4 points seulement pour la dernière question, la Commission européenne. Alors justement, cette première question, quelle était-elle? Eh bien, on l'attendait un petit peu, il s'agissait d'une question relative à la police et la responsabilité. Responsabilité donc du fait des activités de police. Ici, il nous faut une construction qui soit un petit peu plus poussée, puisque, encore une fois, il y avait 10 points à gagner. Donc pour cela, le mieux est d'avoir déjà une brève introduction. Dans cette brève introduction, nous allons rappeler 3 points. Le premier point, c'est l'émergence de cette responsabilité à l'occasion de la célébrissime décision de 1905, Tommaso Greco, qui reconnaît pour la première fois la possibilité d'une responsabilité de l'État du fait des activités régaliennes. À l'époque, bien sûr, cette responsabilité est conditionnée à la commission d'une faute d'une particulière gravité, qui deviendra par la suite faute lourde. Ensuite, nous avons une seconde étape, c'est une première évolution qui marque l'accroissement de la responsabilité de l'État du fait de ses activités. Alors de quoi parle-t-on? Dans les années 50, le Conseil d'État va distinguer au sein des activités de police celles qui présentent une difficulté particulière et qui en général correspondent aux activités dites de terrain ou activités matérielles et pour lesquelles la faute lourde est maintenue, et les activités au contraire ne présentant pas de difficultés particulières, en général les activités prescriptives, juridiques, et pour lesquelles une faute simple suffit. C'est donc une première étape dans l'évolution. Mais comme aujourd'hui la faute lourde a quasiment totalement disparu, je pense que cette première évolution, elle pouvait servir d'élément d'introduction. Enfin, il y a une troisième étape qui est la compétence juridictionnelle. Et donc, par voie de conséquence, puisque la compétence suit le fond, le droit applicable. Alors pourquoi cette référence et pourquoi est-ce qu'il fallait développer cet aspect? Ça aurait d'ailleurs pu faire l'objet d'une troisième partie. Pour une raison relativement simple. Nous savons que la distinction police administrative, police judiciaire permet, en cas de dommage, de déterminer le juge compétent et donc le droit applicable. À partir de là, la règle est simple, elle est connue, les dommages causés par la police administrative relèvent de la compétence du juge administratif, les dommages causés par les opérations de police judiciaire relèvent du juge judiciaire. Très simple. Mais ce qui complique ce schéma, c'est que lorsque la police judiciaire cause un dommage, c'est l'État qui est responsable. Et ce, parce que les opérations répressives, les opérations de police judiciaire, sont toujours exercées au nom de l'État. Ce qui veut donc dire que dans cette configuration, c'est bien l'État qui est responsable, mais c'est le juge judiciaire qui est compétent. C'est la raison pour laquelle, par, je dirais, cohérence, la Cour de cassation a pris l'habitude, lorsque l'opération de police judiciaire cause un dommage, à ne pas hésiter à faire application des règles de la responsabilité sans faute issues de la jurisprudence du Conseil d'État. À partir de là, il y avait deux marqueurs jurisprudentiels essentiels. Le premier, historique, c'est l'arrêt de 1956, Trésor public contre Giry, à l'occasion duquel la Cour de cassation va, pour la première fois, faire application du régime de responsabilité sans faute de l'État du fait des dommages subis par les collaborateurs occasionnels du service.
Et puis, plus proche de nous, le tribunal des conflits, en 2021, à l'occasion d'un arrêt Rahmani assez remarqué, a précisé quel était le régime de la responsabilité du fait des dommages causés aux tiers à l'occasion d'une perquisition judiciaire. Alors, nous parlons bien sûr des perquisitions judiciaires et non pas des perquisitions administratives de l'état d'urgence qui relèvent de la compétence du JA. Ici, le tribunal des conflits va tout d'abord, rappeler la compétence du juge judiciaire, normal, nous sommes dans le cadre d'une opération de PJ, tout en précisant que la responsabilité de l'État est engagée vis-à-vis de ce tiers sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques. Une fois que cette introduction était précisée, et encore une fois, il était tout à fait possible de réserver la question de compétence pour une troisième partie, il fallait en venir à la construction d'un plan autour de deux axes. On présente souvent la responsabilité du fait des dommages causés par les ouvrages publics comme un laboratoire de responsabilité. Comprenons par là que le Conseil d'État a, en la matière, exploré tous les régimes possibles. Eh bien, il est également susceptible d'être observé qu'en matière de police, eh bien, c'est aussi le cas. Car il y a à la fois des hypothèses de responsabilité pour faute et des hypothèses de responsabilité sans faute. Et donc, compte tenu du temps imparti aux candidats, je pense que la construction de deux axes autour de ces deux grandes familles de régimes de responsabilité était possible. À partir de là, nous pouvions poser un premier point sur l'abandon de la faute lourde et un deuxième point sur la responsabilité sans faute ou le développement de la responsabilité sans faute. D'abord, l'abandon de la faute lourde. Ici, à l'image des autres activités qui sont susceptibles de causer un dommage et exercées par les personnes publiques, le Conseil d'État a très largement fait reculer, fait décliner, pour ne pas dire abandonner, l'exigence de faute lourde. D'abord en 2003, à l'occasion d'une jurisprudence Moissy-Cramayel, à l'égard de la police administrative générale, et qui est étendue, confirmée et étendue, pour la police administrative spéciale. Maintenant, pour bien montrer à quel point ce déclin est important, il y avait des décisions du Conseil d'État qui sont particulièrement significatives. D'abord, dans le cadre de l'état d'urgence, le très important avis Napol de 2016, qui reconnaît la responsabilité pour faute en cas de dommages causés à l'occasion d'une perquisition administrative, donc d'une perquisition faite dans l'état d'urgence. Et puis, également, très significative, la décision de 2015 MA et Madame M à propos de la police aux frontières et de la surveillance des mineurs qui souhaitent quitter le territoire. Pour autant, et malgré le déclin de la faute lourde en la matière, la diversité des activités de police et la complexité de ces activités conduit le juge administratif à maintenir certaines hypothèses de faute lourde. Et on pense notamment à l'exercice du renseignement, au service de renseignement, comme ce fut le cas avec la décision de 2018 relative à l'affaire Mera. À partir de là, nous avions l'essentiel s'agissant de la responsabilité pour faute. Maintenant, restent les cas de responsabilité sans faute. Et ce qui est intéressant ici, c'est que pour la responsabilité pour faute, coexiste la faute lourde et la faute simple, et pour la responsabilité sans faute, coexistent le risque et la rupture d'égalité. D'abord, s'agissant du risque, qui était le plus important. Nous savons que l'État est responsable des dommages causés par les armes dangereuses, ce qui inclut bien sûr les armes de service. Depuis maintenant très longtemps, le Conseil d'État a consacré cette hypothèse de responsabilité sans faute fondée sur le risque-danger lorsque l'arme dangereuse, l'arme de service, cause un dommage au tiers. Il ne faut pas oublier que même si la victime d'une balle perdue, peut-on dire,
n'est pas tiers, alors, petite particularité, en dépit de la difficulté de l'activité, le Conseil d'État exigeait une faute simple. Tel était le sens de la jurisprudence Auberger et Dumont. Maintenant, s'agissant de la responsabilité sans faute pour risque, du fait des dommages causés par les armes dangereuses, il était nécessaire d'évoquer le débat autour du lanceur de balles de défense, et pour lequel deux problèmes se posent. D'abord, est-ce qu'il est légal d'équiper les agents de police avec un LBD pour l'encadrement des manifestations? Et deuxième problème, est-ce que le LBD, compte tenu de son évolution, doit être considéré comme une arme dangereuse? À la première question, le Conseil d'État a estimé que, au regard de la dangerosité et de la récurrence de certaines manifestations, il était possible pour les pouvoirs publics d'équiper les agents du LBD pour encadrer les manifestations. À la deuxième question, en revanche, il n'y a pas encore de réponse claire de la jurisprudence administrative, à savoir, est-ce que le LBD est une arme dangereuse? En effet, historiquement, le Conseil d'État considère que les armes dangereuses, ce sont les armes létales, celles qui causent la mort, naturellement, statistiquement. Le LBD, en tant qu'arme de substitution, ne devrait alors pas relever de cette qualification. Pourtant, et nous avons pu le constater à l'occasion de l'encadrement de certaines manifestations de gilets jaunes, le tir de LBD, même s'il s'agit d'un projectile non perforant, peut occasionner des dommages très sérieux, très graves. Raison probablement pour laquelle certaines cours administratives d'appel ont conclu que le LBD relevait bien de la catégorie des armes dangereuses. Pour le Conseil d'État, en revanche, pas encore de décision permettant de clarifier la situation. S'agissant maintenant du deuxième aspect de la responsabilité sans faute, il y a aussi le cas de la rupture d'égalité. En effet, la jurisprudence Quiteas de 1923, arrêt de principe en la matière, avait consacré la responsabilité sans faute des personnes publiques du fait des décisions administratives légales, ce qui est le cadre général. Mais le cas particulier de l'arrêt Quiteas, et qui est à l'origine de l'affaire, c'est celui du refus légal d'apporter le concours de la force publique à l'exécution d'une décision de justice. Donc le refus, si vous préférez, du préfet d'occasionner une expulsion lorsqu'il estime légalement que celle-ci pourrait porter atteinte à l'ordre public. Et ce qui, bien sûr, rentre donc dans le cas de la responsabilité sans faute du fait de l'exercice ou bien du refus d'exercer la police administrative. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur cette première question, encore une fois créditée de 10 points, donc il ne fallait surtout pas la négliger. Deuxième question maintenant, le recours pour excès de pouvoir. C'est une question classique de droit administratif et dès l'introduction, il fallait rappeler les éléments de distinction entre le REP et le RPC. Il se trouve que, de ce point de vue-là, le REP et le RPC s'opposent en tout point, que ce soit sur la présence ou non de l'avocat, que ce soit le domaine du recours, puisque le REP en principe c'est un recours dirigé contre les actes unilatéraux, alors que le RPC, bien entendu, a un domaine plus large, contractuel et la responsabilité. Ensuite, bien sûr, la date à laquelle le juge se prononce. En matière de REP, nous savons que la légalité d'un acte est appréciée au jour de son édiction, tandis que, à l'inverse, dans le cadre du RPC, la demande du requérant est appréciée au jour du jugement. Enfin, bien sûr, last but not least, le plus important, les pouvoirs du juge. En effet, le juge de l'excès de pouvoir n'a historiquement que le pouvoir de prononcer l'annulation d'un acte, c'est-à-dire sa disparition aussi bien pour l'avenir que pour le passé. Là où, à l'inverse, le juge du plein contentieux dispose de la plénitude des pouvoirs juridictionnels.
Une fois ce bref rappel fait, il fallait observer un double mouvement. À la fois une subjectivisation du REP, c'est-à-dire un développement aussi bien du domaine du REP, de son domaine d'intervention, que des pouvoirs du juge. Et puis, à côté, l'objectivisation du recours de plein contentieux, à savoir le fait que le Conseil d'État ait fait rentrer dans le recours de plein contentieux la contestation de décisions qui, en principe, devraient relever du REP. Une fois ces remarques introductives expliquées, il était possible de développer la réponse en deux axes. Un premier axe sur la praticité du REP, sa souplesse. Effectivement, de ce point de vue-là, nous constatons un développement de son domaine, une ouverture du recours pour excès de pouvoir, et d'autre part, des conditions souples de recevabilité. Alors, développement tout d'abord du domaine du REP, ouverture du REP. À l'égard du contrat tout d'abord, c'est vrai que même si la jurisprudence du Conseil d'État Tarn-et-Garonne de 2014 a fermé le recours pour excès de pouvoir dirigé contre les actes détachables du contrat, c'était la jurisprudence Martin de 1905, subsistent tout de même les recours Kézil et Lisieux, et qui montrent bien l'intervention, l'immixtion de l'excès de pouvoir dans le contentieux contractuel. À l'égard également des actes unilatéraux. En effet, ces dernières années, le juge administratif a dans une très grande mesure, ouvert le recours pour excès de pouvoir contre les actes qui, normalement, bénéficiaient d'une immunité. Alors, de deux manières différentes. D'une part, en faisant décliner la catégorie des MOI, c'est-à-dire en réduisant cette catégorie à son plus simple appareil, et au contraire, en requalifiant certaines mesures en actes décisoires faisant grief. Ensuite, à l'égard du droit souple. Et de ce point de vue-là, bien sûr, il était très important de rappeler la jurisprudence Gisti de 2020, qui donne le cadre général de la recevabilité du recours dirigé contre les documents de portée générale adoptés par les autorités administratives, qu'ils soient formalisés ou non. Alors le critère de recevabilité désormais, y compris à l'égard de ces actes dits de droit souple, c'est l'effet notable qu'il pourrait avoir sur les destinataires, indépendamment des personnes chargées de les mettre en œuvre. Ouverture. Maintenant, l'autre aspect pratique du REP, ce sont ses conditions de recevabilité. En effet, nous savons que le REP est soumis à des conditions, d'une part de délai et d'autre part d'intérêt à agir. S'agissant du délai, on pourrait penser que le délai de recours exercé contre un acte, dans le cadre d'un REP, est particulièrement contraignant, puisqu'il est par principe de 2 mois. Mais n'oublions pas que ce délai peut être prorogé, et il doit parfois l'être lorsque le recours administratif est obligatoire, par un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ce qui montre bien que même s'agissant de la condition la plus contraignante, c'est-à-dire le délai, il y a ici une certaine souplesse. Quant à l'intérêt à agir, n'oublions pas que aujourd'hui, les personnes qui ont le plus tendance à exercer un REP, ce sont les associations, dont l'intérêt à agir a été reconnu depuis maintenant très longtemps par le Conseil d'État. Donc j'ai bien un recours dont les conditions sont souples, donc j'ai bien un recours qui est très pratique. Maintenant, ce recours, il s'est modernisé. Il s'est modernisé par le développement des pouvoirs du juge de l'excès de pouvoir, qui entraîne un rapprochement avec le RPC et donc pose la question de la remise en cause de la distinction entre les deux. Alors, s'agissant des développements des pouvoirs du juge de l'excès de pouvoir, il y a des marqueurs importants dans la jurisprudence. D'abord, le pouvoir de modulation dans le temps des effets de l'annulation, issu bien sûr de l'arrêt de principe de 2004, association AC.
Ensuite, cette même année 2004 a marqué la reconnaissance d'un nouveau pouvoir pour le juge de l'excès de pouvoir, c'est la substitution de motifs illégaux qui vient prolonger ce qui existait déjà auparavant, la neutralisation des motifs illégaux. La jurisprudence n'est pas la seule à être à l'origine du développement des pouvoirs du juge de l'excès de pouvoir. Le législateur, à l'occasion de la loi du 8 février 1995, avait consacré le pouvoir d'injonction du juge de l'excès de pouvoir. On le voit donc, aujourd'hui, on ne peut plus, si vous voulez, considérer que le juge de l'excès de pouvoir se limite à prononcer l'annulation rétroactive. D'autant plus que l'actualité jurisprudentielle est marquée par 2 arrêts de 2019, Association des Américains accidentels, et de 2021, Association ELENA. À l'occasion de ces 2 affaires, le Conseil d'État a reconnu au juge de l'excès de pouvoir un pouvoir d'abrogation. D'abrogation tout d'abord de la décision de l'administration refusant d'abroger, et pouvoir d'abrogation des actes réglementaires. Or, la particularité de ce pouvoir d'abrogation, outre le fait bien sûr que la disparition ne vaudra que pour l'avenir, c'est que le juge, pour apprécier la demande, il ne va plus se placer au jour de l'édiction de l'acte, mais au jour du jugement, ce qui lui permettra de prendre en compte l'éventuelle évolution d'un changement de circonstance, de fait ou de droit. À partir de là, on comprend bien qu'il n'est plus possible d'opposer par principe le REP et le RPC. D'autant plus que, parallèlement à ce développement assez spectaculaire du REP, s'est développé ce qu'on appelle le plein contentieux objectif, qui prend de plus en plus de place. Et donc il était possible d'ouvrir notre réponse sur une réflexion relative à la remise en cause de la distinction entre le REP et le RPC. Donc une question qui était un classique est tout de même créditée de 6 points qu'il ne fallait donc pas négliger. Enfin, le sujet proposait une 3e question issue du programme de droit européen sur la Commission européenne. La Commission européenne, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la Commission européenne, c'est l'institution de l'Union européenne qui représente ce qu'on appelle la légitimité intégrative. Comprenons par là que, au sein de la Commission, eh bien, on ne représente pas les intérêts des États membres, ça c'est le rôle du Conseil, on représente les intérêts de l'Union. Cette Commission européenne a donc un enjeu essentiel, c'est sa composition. En effet, la logique voudrait, puisque au sein de la Commission, on ne représente pas les intérêts des États, eh bien, logiquement, on ne devrait pas avoir besoin d'avoir un commissaire par État. Donc, il y a un enjeu ici au niveau de la composition, car cette commission apparaît, et c'était la première idée, comme un gouvernement au sein de l'Union européenne, une forme de gouvernement. Ensuite, la commission est marquée par un développement de ses pouvoirs, des pouvoirs qui sont, on va le voir ensemble, très étendus. Alors, tout d'abord, première idée, la Commission est une forme de gouvernement. Il faut évidemment ici évoquer sa composition. La règle qui évidemment a prévalu depuis toujours, c'est que chaque État membre a un membre de la Commission européenne. C'est logique. Maintenant, avec l'élargissement de l'Union, on s'est très rapidement rendu compte que nous risquions d'avoir une composition trop large. Et oui, dans une Europe des 28, on voit bien que cela fait évidemment une forme de gouvernement quand même très étendue. On est loin, si vous voulez, de cette idée d'équipe gouvernementale resserrée. Donc il avait été décidé, au moment de l'élaboration du traité de Lisbonne, qu'on réduirait le nombre de commissaires. Comprenez par là que seulement 2/3 des États auraient un commissaire et que, bien évidemment, il y aurait un roulement qui se ferait. Le problème, c'est que, face au risque d'échec de la ratification du traité en Irlande, on a garanti à l'Irlande qu'elle aurait
un commissaire permanent. Et donc, pour des questions d'égalité, on a finalement maintenu cette règle, à savoir un commissaire par État. Bon, c'était important de le préciser parce que ça fait partie des enjeux. Ensuite, on parle d'une forme de gouvernement, donc il faut évoquer la désignation et la fin de fonction. Alors, s'agissant de la désignation, le président de la commission, qui est évidemment un personnage clé, est choisi par le Conseil européen avant d'être investi par le Parlement. Investiture du président qui s'accompagne dans un deuxième temps de l'investiture des autres commissaires, exactement comme dans certains régimes parlementaires, chez nous en France sous la 4e République. On parle d'une forme de gouvernement et comme dans les régimes parlementaires, ce gouvernement, il est responsable. En effet, le Parlement a la possibilité, à la majorité des 2/3, de provoquer sa démission par le vote d'une motion de censure. La désignation, la composition, la fin de fonction, c'est essentiel. L'autre point essentiel, c'était les pouvoirs. La Commission, vous le savez, est souvent présentée comme le moteur de l'Union européenne. Raison pour laquelle ses pouvoirs sont très étendus. Alors, sans prétendre ici à, je dirais, un excès de précision, quels sont ses principaux pouvoirs? Elle est d'abord considérée comme la gardienne des traités. Raison d'ailleurs pour laquelle elle est à l'origine de l'éventuelle procédure en manquement dirigée contre les États. Ensuite, la Commission négocie les accords externes de l'Union. Le rôle ici du vice-président de la Commission, c'est-à-dire le haut représentant à la politique extérieure, étant bien sûr déterminant. Enfin, bien sûr, en matière normative, son rôle est essentiel, puisqu'il a un pouvoir, c'est la Commission, un pouvoir d'initiative en matière législative, essentiel donc, mais également une forme de pouvoir réglementaire, donc d'exécution, d'application des normes communautaires. Et normalement, comme cette question n'était créditée que de 4 points, et que donc fort logiquement on allait lui consacrer moins de temps au moment de l'élaboration de nos réponses, on avait, je pense avec ces 2 axes, les principaux attendus pour le correcteur. Voilà ce que nous pouvions dire sur la correction de l'épreuve de droit public pour le concours de commissaire interne 2024. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.